Il y a une expression bien de chez nous qui s'applique parfaitement à la visite d'aujourd'hui. Gagner à être connu. Non, je ne parle pas de moi, mais de la ville de Kanazawa, qui depuis la réouverture des frontières, a commencé à acquérir une certaine réputation auprès des touristes occidentaux. Elle attire en effet de plus en plus de monde et on ne peut pas nier que ce soit mérité. C'est donc tout naturellement que je m'y suis arrêté à mon tour, ce qui fait que ce second épisode de ce qu'on pourrait appeler la trilogie des préfectures du littoral de la mer du Japon sera en grande partie, mais pas que, consacré à Kanazawa. Et oui, vous avez raison, c'est beaucoup trop long pour le titre d'une trilogie. La journée commence avec un corbeau. Charmant, j'espère que ce n'est pas signe de mauvais présage. Mais laissons là cet oiseau de mauvais augure et attaquons sans plus attendre par un des principaux points d'intérêt de la cité, le château de Kanazawa. La visite est très agréable, je ne vais pas le nier, d'autant plus qu'il faisait un temps splendide ce matin-là, et le jardin de Gyokusenin Maru sur lequel je suis tombé dès mon arrivée m'a pratiquement hypnotisé. Non pas qu'il ait quelque chose de particulier ou qu'il soit si extraordinaire, après tout j'en ai vu d'autres, mais même si c'est loin d'être le premier que je vois, je parviens toujours à m'émerveiller devant ce genre de spectacle. L'agencement et la sérénité des lieux ont quelque chose de, je dirais à la fois magique, envoûtant et apaisant. Tout ça me ferait presque oublier qu'en dehors des fondations, le château, lui, n'a rien de très authentique. En fait, comme la grande majorité des châteaux japonais, c'est une reconstitution. Certes remarquable, mais une reconstitution tout de même. Et très récente qui plus est. La plupart des bâtiments que l'on peut voir ici ont été bâtis au XXIe siècle, à partir de 2001, car auparavant, cet endroit était le campus de l'université de Kanazawa. Mais la municipalité a fini par décider de déplacer celle-ci dans les faubourgs dans le but de reconstituer son château. Et bien sûr, ça prend du temps. C'est pourquoi seuls quelques bâtiments sont visibles et qu'il n'y a aucun donjon pour le moment. Ça viendra peut-être par la suite, qui sait. Vu l'attrait touristique que suscite désormais Kanazawa, ça serait pas très étonnant. D'ailleurs, que ce soit justement parce que la ville a démarré la reconstitution du château que l'intérêt touristique pour cet endroit s'est soudainement manifesté, ne me surprendrait pas tant que ça. Et si c'est le cas, c'était un pari gagnant que de déplacer l'université. Mais j'avoue que j'aimerais vraiment qu'un jour le donjon soit reconstitué lui aussi. Il faut dire qu'il n'a pas tenu bien longtemps. Le château fut bâti à l'origine en 1583 et le donjon démoli à peine 20 ans plus tard, pour ne plus jamais être reconstruit. Un vrai gâchis. Même si l'on n'est pas passionné d'histoire, le château de Kanazawa reste une visite incontournable lorsqu'on vient ici. Et chacun peut y trouver son compte. On reste en tout cas dans une ambiance très traditionnelle qui plaira sans doute à bon nombre de visiteurs. Et puis c'est toujours très agréable de flâner dans un parc comme celui du château, qui est d'ailleurs assez vaste. Et pourtant, ce n'est qu'une petite partie du domaine qui appartenait jadis au clan Maeda, un autre puissant clan de samouraïs très connu dans le pays. À quelques pas seulement du château, se trouve celui qui fait sans aucun doute la fierté et la réputation de Kanazawa, le jardin Kenrokuen. On peut d'ailleurs l'apercevoir depuis les remparts du château si on s'aventure au-delà de ce bosquet d'arbres. Mais si aujourd'hui château et jardin sont nettement séparés et semblent être deux lieux touristiques bien distincts, autrefois ce n'était pas le cas. Le jardin Kenrokuen appartenait au même domaine que le château voisin. Ça vous donne une petite idée de l'étendue de celui-ci.
Ce qui fait la réputation de ce jardin, c'est ceci. Oui, alors non, pas le corbeau, décidément, je vais finir par croire qu'ils me poursuivent. Mais ce sur quoi il s'est posé. La lanterne Kotojitoro, une lanterne à 2 pieds, ce qui n'est pas courant. Cette image est connue dans tout le Japon et suffit à identifier immédiatement le jardin Kenrokuen de Kanazawa. Même si c'est loin d'être la seule lanterne ici et encore moins la seule chose qu'on peut y admirer. Il est cependant notoire que le Kenrokuen est connu pour être l'un des 3 plus beaux jardins du pays. Rien que ça. Les 2 autres sont le Kairakuen de Mito, un peu au nord de Tokyo, et le Korakuen à Okayama, entre Osaka et Hiroshima. Alors je n'ai pas encore eu la chance de voir le premier, je réserve ça pour une prochaine fois. En revanche, j'irai voir le second un peu plus tard dans ce voyage. Ah, et en parlant de voyage, si vous suivez la chaîne depuis sa création, vous commencez à le savoir, oui, j'en suis bien conscient. Mais il faut penser à celles et ceux qui la découvrent aujourd'hui, et qui ne savent pas forcément que s'ils envisagent un voyage au Japon, et qu'ils ont du mal à l'organiser, ou tout simplement pas le temps de s'en occuper, eh bien, ils peuvent faire appel à mes services de travel planner. Et oui, c'est aussi pour ça que la chaîne s'appelle Doc Japan Travel. Un bon moyen de se débarrasser de la pression et du stress de cette organisation, mais aussi et surtout la chance de pouvoir faire un voyage entièrement personnalisé, sur mesure, pour ne voir et ne faire que ce qui vous intéresse vraiment. Voilà, j'arrête là pour cet instant promo, histoire de ne pas recevoir les foudres des abonnés qui connaissent déjà tout ça par cœur. Donc, rendez-vous dans la description pour plus d'infos. Pour revenir au jardin Kenrokuen, je trouve qu'il mérite vraiment sa réputation. Il est franchement magnifique. Du coup, je comprends qu'on lui ait donné ce nom. Car Kenrokuen, en japonais, ça signifie le jardin des 6 sublimités. Vous ne connaissiez pas ce mot? Eh bien, à vrai dire, moi non plus. Mais apparemment, ça existe. Au Japon, ce terme fait référence aux 6 attributs qu'est censé avoir le jardin parfait. Espace, isolement, artificialité, antiquité, abondance de l'eau et enfin les larges vues. Mais si vous trouvez que ça fait effectivement très japonais, eh ben vous êtes dans l'erreur. Cette vision du jardin parfait vient en réalité de Chine. Enfin, quoi qu'il en soit, peu importe l'origine de son nom, il vaut vraiment le détour. Et le mot détour est approprié parce que les itinéraires pour parcourir le jardin sont multiples et il s'étend sur une superficie encore plus grande que celle du château. Au point que j'ai pas pensé à regarder ma montre et que je vais du coup devoir presser le pas pour la suite du programme de la journée. Alors une journée peut en effet suffire pour visiter Kanazawa, mais après y être passé, je conseillerais tout de même d'y rester au moins une nuit pour en profiter pleinement. L'inconvénient, quand on s'aperçoit qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, c'est qu'on peut faire des erreurs parfois grossières. Comme celle de se tromper en lisant le plan sur Google Maps et partir ainsi dans la direction opposée à celle qu'on souhaitait, et ne s'en apercevoir qu'au bout d'une heure. Ouais, vous pouvez rire, oui. À présent, c'est certain, je ne pourrai pas tout faire. Tant pis pour moi. Et donc, après un gros détour, j'ai fini par arriver dans le quartier de Nagamachi, un ancien quartier de résidences samouraï dont certaines sont ouvertes à la visite. Mais alors moi, ce qui m'a surtout interpellé ici, c'est de me dire que de telles résidences sont toujours habitées aujourd'hui. Pas par des samouraïs, bien sûr, quoique certains sont peut-être leurs descendants. Mais j'imagine ce que ça doit être de vivre dans un environnement comme celui-là de nos jours. Alors vous me direz, il y a bien des gens qui vivent dans des châteaux chez nous. Ma foi, c'est pas faux. Mais à choisir, je préfère vivre dans une résidence samouraï comme celle-là que dans une bâtisse genre Moulinsart.
Avant de quitter Kanazawa, un peu prématurément par rapport à ce que j'avais prévu, j'ai quand même tenu à faire un saut rapide jusqu'à la gare pour voir la fameuse arche à l'entrée. Bon, la gare étant assez loin du château et de Nagamachi, je n'ai fait que l'entrevoir un instant, mais j'espère bien revenir dans le coin un jour ou l'autre. En attendant, j'ai repris ma route à travers la préfecture d'Ishikawa pour un dernier arrêt historique, la barrière d'Ataka. Un épisode assez pittoresque de l'histoire du Japon mettant à nouveau en scène Yoshitsune, le samouraï dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, mais ici c'est surtout un de ses vassaux qui est mis à l'honneur. Une histoire qui fait clairement l'éloge de la fidélité et de la loyauté entre ces hommes, et que j'ai déjà raconté sur ma chaîne principale. Je m'arrêterai donc ici pour la préfecture d'Ishikawa, comme je l'ai dit, j'y reviendrai sûrement un jour, j'espère en tout cas que cet aperçu de Kanazawa vous a plu. Un aperçu parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir ici, mais la suite du voyage m'appelle et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour explorer cette fois la préfecture de Fukui. Et ce coup-ci, il y aura de quoi faire, promis. En attendant, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et d'ici là, comme on dit au Japon, matane! À la prochaine!